Au dîner, elle a annoncé la rupture devant les caméras et les amis. J'ai hoché la tête, dit « bonne chance » et je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse quand elle a commencé à pleurer, et personne ne savait quoi faire ensuite. Ce vendredi soir aurait dû être un simple dîner comme un autre. Avec le recul, les signes étaient partout. J'ai simplement choisi de les ignorer. C'est tout le problème avec les relations qui se délitent lentement. On ne s'en rend pas compte avant de se retrouver au milieu des décombres, à se demander comment on en est arrivé là. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs à un match de l'Olympique lyonnais, en août 2020. Elle portait un maillot de l'équipe, buvait une bière hors de prix, et riait de quelque chose qu'une de ses amies avait dit. J'étais là avec Bruno, mon ami qui travaille dans la construction. Nous nous sommes retrouvés dans la même tribune et avons commencé à discuter pendant la mi-temps. Elle était drôle, pleine d'autodérision, authentique. Les 2 premières années se sont très bien passées. Nous allions dîner dans des endroits décontractés de Lyon. Elle venait chez moi et nous regardions des films sur mon canapé, commandions des pizzas et parlions jusqu'à 2 heures du matin. Des rendez-vous simples, des rires sincères, une routine confortable. Elle venait parfois à ma ligue de bowling, m'encourageait quand je faisais un strike et me taquinait quand je lançais des boules dans la rigole. Je rencontrais ses collègues pour l'apéritif, l'écoutais parler des campagnes sur lesquelles elle travaillait et des choses normales. Le genre de relation qui semblait facile, pas comme un travail. Aux alentours des 2 ans et demi, en février 2023, quelque chose a changé. Elle a eu une promotion à l'agence de relations publiques où elle travaillait. Nouveau titre, nouvelle responsabilité, nouveau groupe de personnes avec qui elle a commencé à passer du temps. C'est là que les commentaires ont commencé, des petites choses au début. Mon Kango avait l'air démodé. Est-ce que je ne pensais pas qu'il était temps d'avoir quelque chose de plus récent? Peut-être que je devrais voir plus grand pour ma carrière, envisager de me lancer dans le secteur commercial ou de créer ma propre entreprise. Son collègue venait d'acheter un appartement en centre-ville. N'était-ce pas impressionnant pour quelqu'un de notre âge? Un autre avait lancé une société de conseil et gagnait déjà un salaire à 6 chiffres. J'ai laissé passer. J'ai pensé que c'était le stress de son nouveau poste. De nouvelles responsabilités amènent toujours de la pression. Je n'avais pas réalisé qu'elle comparait toute notre vie aux versions idéalisées qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. La dernière année a été de pire en pire. Elle a arrêté de venir à la ligue de bowling, qualifiant ça de « truc de quartier », disant que ce n'était plus vraiment son genre. Elle a commencé à passer plus de temps sur Instagram, à publier des stories sur des brunchs et des événements de réseautage. Son téléphone est devenu cette présence constante. Au dîner, elle faisait défiler son écran. Au cinéma, elle vérifiait ses notifications pendant les bandes-annonces. Au lit, elle restait dessus jusqu'à plus de minuit, à aimer des photos en double-cliquant et à laisser des commentaires sur les publications de gens dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle me répondait sèchement que j'étais paranoïaque, que je ne lui faisais pas confiance, que je manquais d'assurance. Les disputes sont devenues plus fréquentes. De petites choses la faisaient exploser. Je suggérais de rester à la maison et de cuisiner ensemble, et elle m'accusait de ne jamais vouloir sortir. Je parlais d'une nouvelle certification en chauffage, ventilation et climatisation, CVC, que j'envisageais, et elle disait que ce n'était pas assez ambitieux. Plus rien de ce que je faisais ne semblait correct. 3 semaines avant ce vendredi, les choses se sont intensifiées. Elle est devenue distante d'une manière qui semblait différente. Toujours en train d'envoyer des textos, toujours en protégeant son écran. Elle orientait son téléphone loin de moi quand j'entrais dans la pièce. Elle prenait des appels dans la salle de bain ou dans sa voiture. Quand je lui ai demandé directement si quelque chose se passait, si elle voyait quelqu'un d'autre, elle a perdu la tête. Elle m'a accusé d'être contrôlant, de ne pas lui faire confiance, d'essayer de surveiller chacun de ses mouvements. Puis, soudainement, sortie de nulle part, elle a insisté pour que nous allions dîner au Céleste. C'est cet endroit chic sur la presqu'île, le genre de restaurant avec des serviettes en tissu, des accords mets et vins, et des serveurs qui décrivent chaque plat comme si c'était une œuvre d'art chère, pas du tout mon genre. Elle a dit que c'était important, que nous devions nous reconnecter, que ce dîner nous aiderait à nous remettre sur la bonne voie. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai accepté. Je voulais réparer ce qui se brisait entre nous. Je voulais croire qu'un bon dîner pourrait en quelque sorte combler le fossé qui s'était creusé au cours de la dernière année.
Ce vendredi-là, j'ai donc conduit mon Kangoo jusqu'au centre-ville. Le voiturier a regardé ma camionnette comme on regarderait quelque chose qui n'a pas sa place. Il m'a tendu un ticket sans me regarder dans les yeux. Je me suis tout de suite senti déplacé. Le céleste, c'est que des lumières tamisées. Des petites assiettes qui coûtent 30 €. Une carte des vins plus longue que des manuels de réparation. Le genre d'endroit où un plat principal coûte ce que je gagne en une demi-journée. Une musique de piano jouait doucement en fond sonore. Des gens en costume et en robe de créateurs discutaient de choses qui semblaient importantes mais ne signifiaient rien pour moi. Elle était arrivée en avance et nous avait réservé une table en plein centre de la salle à manger, pas privée, pas nichée dans un coin, mais bien là où tout le monde pouvait voir. J'aurais dû réaliser que quelque chose clochait à ce moment-là. Elle était différente. Une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, noire et ajustée. Maquillage complet, coiffure professionnelle, plus qu'elle n'en avait jamais porté lors de nos rendez-vous habituels. Cheveux relevés, bijoux qui captaient la lumière. Quand je me suis assis, elle a souri, mais ce n'était pas son vrai sourire. C'était celui qu'elle utilisait pour les photos Instagram. Celui où ses yeux ne correspondaient pas tout à fait à sa bouche. Répété, vide, parfait pour la caméra. J'ai commandé une bière. Elle a commandé du vin. Nous avons eu une conversation légère sur sa journée, sur la mienne. Une conversation superficielle qui donnait l'impression que nous étions des étrangers. Puis je les ai remarqués. Mélissa, sa colocataire d'université, et Jeanne, une amie de son travail, assises à une quinzaine de pieds de là, à une table qui avait une vue parfaite sur la nôtre. Elles ont fait de grands signes de la main, s'exclamant sur l'incroyable coïncidence. Oh mon Dieu! Quelles sont les chances qu'on soit toutes là en même temps? Bien sûr. Quelle coïncidence dans une ville avec des centaines de restaurants. J'ai regardé leur table plus attentivement. Les deux téléphones étaient positionnés d'une certaine manière, pas face cachée, pas rangés, mais posés droit sur la table, orientés vers nous. Les applications d'enregistrement étaient visibles sur les écrans. De petits points rouges indiquaient qu'elles étaient actives. Elles étaient en train de filmer ça. Tout. Elles enregistraient chaque mot, chaque geste, chaque moment de ce qui allait se passer. Le dîner a commencé de manière assez normale. Nous avons commandé. Elle a pris le saumon poêlé avec une sorte de réduction que je ne pouvais pas prononcer. J'ai choisi des pâtes parce que c'était le plat le moins cher du menu qui ne me ferait pas passer pour un radin. Le serveur a versé de l'eau dans des verres en cristal et a apporté du pain sur la table. Tout se déroulait au ralenti. Elle a parlé de son travail, de comment elle avait beaucoup réfléchi à son avenir ces derniers temps. Pas notre avenir, son avenir, ses objectifs, sa trajectoire. Les mots semblaient répétés, comme si elle les avait écrits et mémorisés. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la table de Mélissa et Jeanne, pour s'assurer qu'elles enregistraient bien tout ça. Puis est venu le discours. On pouvait dire qu'elle l'avait répété, probablement devant le miroir de sa salle de bain, en s'enregistrant sur son téléphone. Elle l'avait probablement visionné plusieurs fois et fait des ajustements jusqu'à obtenir le ton parfait. Les pauses arrivaient à des moments calculés. Les gestes des mains étaient délibérés. Ce n'était pas spontané. C'était une performance. Elle a parlé d'ambition, de détermination, de croissance, du besoin d'être avec quelqu'un qui l'inspirait à viser plus haut, à vouloir plus, à repousser les limites. Une de ses collègues venait de lancer une société de conseil et avait déjà 3 clients majeurs. Une autre avait acheté un appartement sur la presqu'île et parlait d'acheter des biens d'investissement. C'étaient des gens qui allaient quelque part, des gens qui refusaient de se contenter du confort, des gens qui voulaient plus de la vie que simplement s'en sortir. L'insinuation était limpide, même si elle ne l'a jamais dit directement. J'étais à l'aise là où j'étais. J'étais satisfait de mon travail en CVC, de mon Kangoo, du bowling le jeudi et des matchs de l'OL le week-end. Je n'étais pas assez ambitieux. Je n'étais pas assez déterminé. Je l'empêchais de devenir la personne qu'elle était censée être. Elle a dit qu'elle tenait à moi, qu'elle tiendrait toujours à moi. Mais qu'elle ne voyait plus d'avenir. Que j'étais un type super, mais pas le bon type pour elle. Qu'elle avait besoin de quelqu'un qui correspondait à son énergie, qui la poussait à être meilleure, qui comprenait sa vision de la vie. J'ai posé ma fourchette en plein milieu d'une bouchée, l'ai délicatement déposée sur l'assiette et me suis essuyé la bouche avec la serviette en tissu.
Tout le restaurant semblait s'effacer. Tout ce que j'entendais, c'était ma propre respiration, mon propre rythme cardiaque. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai maintenu le contact, et j'ai fait une pause de peut-être 2 secondes. Ça a semblé durer 20 secondes. Puis j'ai simplement dit, « Bonne chance à toi ». 3 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Son scénario n'avait pas prévu cette réponse. Elle s'attendait à ce que je la supplie, que je me dispute, que je fasse une scène, que je pleure ou que je la supplie de trouver une solution. Que je lui donne la réaction dramatique dont elle avait besoin pour sa vidéo, pour son histoire, pour ses abonnés Instagram. Je me suis levé lentement, calmement, j'ai sorti mon portefeuille de ma poche arrière, j'ai pris 2 billets de 20 € plus cassés pour couvrir ma moitié de l'addition et ma part du pourboire et je les ai posés sur la table à côté de mes pâtes à moitié mangées. Puis j'ai marché vers la sortie. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas prêté attention à Mélissa et Jeanne assises là avec leur téléphone. J'ai juste marché, un pied devant l'autre. Passant devant les autres clients qui avaient interrompu leur propre conversation pour regarder. Passant devant les serveurs qui se tenaient immobiles, tenant des assiettes. Passant devant le pupitre d'accueil près de l'entrée. Le restaurant tout entier est devenu silencieux. On pouvait entendre clairement la musique du piano maintenant. Personne ne parlait. Les fourchettes ne touchaient plus les assiettes. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur toute la scène. Derrière moi, j'ai entendu sa voix se briser. « Attends » a-t-elle dit. « Léo, attends. » Mais j'ai continué à marcher. J'ai entendu sa chaise gratter contre le sol. Elle se levait. Mélissa et Jeanne avaient l'air confuses, comme si elles n'étaient pas sûres d'avoir obtenu la prise qu'elles voulaient, si cela faisait partie du plan ou si quelque chose avait mal tourné. J'ai poussé les portes du restaurant et je suis sorti. J'ai tendu mon ticket au voiturier et j'ai attendu. L'air froid d'octobre était agréable après l'atmosphère étouffante du restaurant. Je pouvais à nouveau respirer. 1 minute plus tard, j'ai entendu le claquement rapide de talons sur le pavé. Camille est sortie par les portes du restaurant, en courant presque. Ses talons, cette robe, sous les lumières du parking. Elle avait l'air différente, plus petite. L'assurance qu'elle avait à l'intérieur avait disparu. Elle m'a rattrapé juste au moment où le voiturier ramenait le Kangoo. Le moteur tournait, les phares allumaient. Ma voix de sortie, juste là. Sa voix s'est brisée quand elle m'a atteint. La confiance répétée de la table du dîner s'était évaporée. C'était différent. Une panique brute mêlée d'incrédulité. Son mascara coulait déjà. Elle avait pleuré. De vraies larmes cette fois, pas du genre performatif. « Attends » a-t-elle dit. « Juste, attends. Tu ne vas même pas te battre pour ça? Pour nous ?» Je l'ai regardé clairement. « Tu viens de rompre. Je respecte ton choix. » Elle s'est mise devant la portière de mon côté conducteur, me barrant le passage. Elle a posé sa main sur la poignée comme si elle pouvait m'empêcher physiquement de partir. « Tu jettes 3 ans comme ça? Comme si ça ne signifiait rien. » Je ne jette rien du tout. C'est toi qui as fait ça à l'intérieur. J'accepte simplement la réalité. Son visage s'est tordu, de colère maintenant, les larmes se transformant en autre chose. Tu sais quoi? C'est exactement pour ça que ça ne marche pas entre nous. Tu t'en fiches. Tu ne t'es jamais assez soucié pour te battre pour quoi que ce soit. Tu abandonnes tout simplement. Tu es un lâcheur. J'ai regardé par-dessus son épaule. Mélissa et Jeanne étaient sorties, debout près de l'entrée du restaurant, à une 30aine de pieds de là, regardant la scène se dérouler. Elles tenaient toujours leur téléphone, probablement encore en train d'enregistrer, obtenant probablement plus d'images qu'elles ne l'avaient prévu. Cela ne suivait pas du tout le scénario. J'en ai fini avec cette conversation, ai-je dit. Bien sûr que oui, parce que c'est ce que tu fais. Tu fuis les choses difficiles. Je n'ai fui rien du tout. Tu as tout organisé, choisi le restaurant, fait venir tes amis et leur a demandé de tout filmer. Il ne s'agit pas de moi qui suis un lâcheur. Il s'agit de toi qui veux un spectacle, et je ne vais pas jouer pour toi. Je suis passé devant elle, doucement mais fermement, et je suis monté dans ma camionnette. Elle est restée là, figée, pendant que je fermais la portière. À travers le pare-brise,
je pouvais voir son visage. Le choc total. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. J'ai reculé prudemment, vérifié mes rétroviseurs et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vue debout sur le parking, les bras enroulés autour d'elle, tandis que Mélissa et Jeanne s'approchaient lentement d'elle. Leur énergie excitée de l'intérieur du restaurant avait complètement disparu. J'ai roulé jusque chez moi à travers les rues de Lyon qui semblaient différentes, plus légères. Les lampadaires paraissaient plus brillants. La radio semblait plus claire. Je me suis garé dans mon allée, je suis entré dans ma maison, j'ai pris une 1664 dans le réfrigérateur, l'ai ouverte et j'ai allumé le match de l'OL. Il jouait contre l'AS Saint-Étienne. Fin de la 5e manche, égalité 2-2. Je me suis assis sur mon canapé, j'ai bu ma bière et je n'ai ressenti que du soulagement. Comme si je venais d'échapper à quelque chose de bien pire qu'une rupture, de bien pire qu'un chagrin d'amour. J'avais échappé au fait de devenir le contenu de quelqu'un, le méchant de quelqu'un dans une histoire qu'elle voulait raconter pour des j'aime, des commentaires et des partages. Elle voulait transformer notre relation en une performance artistique, et j'avais refusé de participer. Mon téléphone a commencé à vibrer une quinzaine de minutes plus tard. Des messages d'elle. Des appels, l'un après l'autre. Je n'ai pas lu les messages, je n'ai pas répondu aux appels, je les ai simplement laissés s'accumuler. Avant de me coucher, j'ai bloqué son numéro. Je me suis endormi plus facilement que je ne l'avais fait depuis des mois. Samedi matin est arrivé, calme. Mon téléphone a sonné à 10 heures, un numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Je ne l'ai pas écouté. J'ai passé la journée à nettoyer ma maison, à faire la lessive, à réparer un robinet qui fuyait et que je repoussais. Des choses normales de week-end. Dimanche après-midi, un autre appel d'un numéro inconnu différent. J'ai laissé sonner et j'ai bloqué celui-là aussi. J'ai reconnu le manège. Elle utilisait les téléphones de ses amis. Mélissa et Jeanne lui prêtaient leur numéro comme elle leur avait prêté des places au premier rang pour notre rupture. Lundi matin, 6h45. J'étais habillé pour le travail, café à la main, sur le point de sortir pour aller à Montcango. J'ai vu une voiture dans mon allée qui n'était pas la mienne. Camille est sortie, avec une apparence complètement différente de vendredi soir. Pas de maquillage, un vieux pantalon de survêtement, les cheveux attachés en un chignon désordonné, des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi. Elle avait l'air mal en point. Il faut qu'on parle. Non, il ne faut pas. J'ai continué à marcher vers ma camionnette. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je me suis arrêté, je me suis tourné pour lui faire face et j'ai posé mon café sur le capot de mon Kangoo. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as planifié tout ça. Le restaurant, les caméras, la présence de tes amis. Combien de temps as-tu travaillé dessus? 2 semaines? 3. Elle a baissé les yeux vers ses pieds. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. C'est bien ce que je pensais. Tu voulais m'humilier. Te donner le beau rôle devant la caméra pour pouvoir le publier en ligne et obtenir la validation d'inconnus. Sauf que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais scénarisé. Je ne t'ai pas donné la réaction dont tu avais besoin. Des larmes se sont mises à couler sur son visage. Des vraies cette fois. J'ai été stupide. J'ai écouté les mauvaises personnes. Mélissa et Jeanne ont dit que ce serait émancipateur, que je méritais mieux, que je devais marquer le coup. Je me fiche de ce que tes amis ont dit. Tu es une femme adulte. Tu as fait un choix. Tu as choisi de m'embarrasser en public. Tu as choisi de le filmer. Tu as tout choisi. On ne peut pas juste en parler? Prendre un café ou quelque chose? Il n'y a rien à dire. J'ai pris mon café, je suis monté dans ma camionnette, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé hors de mon allée pendant qu'elle restait là à regarder. Je l'ai laissée debout devant ma maison alors que le soleil se levait sur Lyon. Ce soir-là, mon ami Bruno a appelé. Nous étions amis depuis le lycée. Il travaille dans la construction, bâti comme un secondeur. Un de ces types qui connaît tout le monde. Il semblait mal à l'aise au téléphone. Salut mec, alors j'ai entendu un truc à la salle de sport aujourd'hui à propos de toi et Camille. Qu'est-ce que tu as entendu? Il a hésité. Apparemment, quelqu'un connaît sa cousine.
Tout le truc du restaurant était prévu depuis plus d'un mois. Elle a choisi le Céleste spécifiquement. Elle a briefé Mélissa et Jeanne sur ce qu'il fallait filmer. Elle avait toute cette vision de comment ça deviendrait viral. Elle te larguerait, tu ferais une scène, elle aurait l'air forte et indépendante, et boum, des milliers de j'aime, des commentaires soutenant sa courageuse décision. La stratégie classique des réseaux sociaux. Je suis resté un instant avec cette information. 1 mois. Elle avait passé 1 mois à planifier de m'humilier publiquement. Le truc, c'est que, a continué Bruno, tu as tout gâché en partant simplement, en ne réagissant pas. Maintenant, les gens se posent des questions. Genre, pourquoi quelqu'un planifierait une rupture publique? Quelle sorte de personne fait ça? Ses amis se font aussi critiquer. Des gens commentent sur leur Instagram pour leur demander pourquoi elle filmait quelqu'un qui se faisait larguer. Le récit qu'elle voulait contrôler lui échappait, et cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'avais pas à me défendre. La vérité le faisait d'elle-même. J'ai décidé sur le champ de me concentrer sur moi-même au lieu de ressasser ce qu'elle avait fait. J'ai appelé mon copain de la ligue de bowling le lendemain. Je lui ai demandé si cette place fixe du jeudi était toujours disponible. Il a ri et a dit « Bon retour parmi nous ». J'ai commencé à aller au garage les vendredis soirs. C'est ce bar miteux dans le quartier de la Guillotière, au sud de Lyon. Des panneaux de bois sur les murs. Des enseignes à néon pour la bière. Des tables de billard à l'arrière. De la bière locale à la pression. Le demi à 3 €. Des groupes de musique live les week-ends qui jouent dans un coin qui se qualifie à peine de scène. Le genre d'endroit que Camille a toujours détesté. Trop bruyant, disait-elle. Trop de monde. Trop de gens de la classe ouvrière. Pas son genre. Pas assez sophistiqué pour son esthétique Instagram. Ce deuxième vendredi après la rupture, j'y suis allé seul, j'ai pris une place au bar et j'ai commandé une bière. Une bière ambrée, d'une brasserie locale. Un groupe s'installait sur la petite scène. 3 gars avec des guitares et une batterie faisaient des balances. La femme à côté de moi au bar a souri et a commenté la musique. Il joue ici un vendredi sur 2, a-t-elle dit. Pas mal pour un groupe local. Conversation simple, rien de sous-entendu, rien de compliqué, juste 2 personnes qui parlent de musique. Elle s'appelait Rachel. Elle enseignait en CE2 dans une école primaire publique de l'est de la ville. Elle venait ici tous les vendredis depuis 1 an, depuis qu'elle était revenue à Lyon de Grenoble. Nous avons parlé pendant peut-être une demi-heure de musique, de la vie à Lyon, des chances de l'OL en championnat. Rien de profond, rien de lourd, juste une conversation sincère entre 2 personnes qui se trouvaient assises l'une à côté de l'autre. Quand je suis parti vers 23 h, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'ai pas pris son numéro. Je n'ai pas essayé. J'ai juste profité d'un vendredi soir normal sans le poids des attentes de quelqu'un d'autre qui m'écrasait. Le harcèlement a commencé la semaine suivante. Mardi matin, je me suis arrêté chez Paul sur l'avenue Jean Jaurès, celui où je vais tous les matins avant de me rendre sur les chantiers. 6h30 du matin, à peine réveillé, voulant juste un café. Je suis entré et elle était là, Camille, assise dans la banquette du coin, ordinateur portable ouvert, une tasse de café devant elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Son visage a pris une expression de surprise, comme si elle se trouvait là par hasard. Comme si ce n'était pas la boulangerie à l'opposé de la ville de là où elle habitait. Comme si elle ne s'était pas souvenue que j'avais mentionné venir ici tous les matins depuis 3 ans. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un café. Comme toi. Je n'ai pas engagé la conversation plus que ça. Je suis allé au comptoir, j'ai commandé mon grand café noir habituel, j'ai payé et je suis sorti. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas fait la conversation, j'ai juste pris ce que j'étais venu chercher et je suis parti. À travers la fenêtre, je l'ai vu me regarder partir, son téléphone à la main. Jeudi soir vers 18 h, je me suis arrêté au Monoprix pour faire les courses de la semaine. Je marchais dans le rayon des fruits et légumes, prenant des pommes, et elle était là, Camille, tenant un panier avec peut-être 3 articles dedans, examinant des tomates comme si elle sélectionnait des pierres précieuses. Nos regards se sont croisés. Elle a souri. Salut, a-t-elle dit. C'est drôle de tomber sur toi. Ouais, drôle.
J'ai changé de rayon et j'ai pris du pain. Elle est apparue de nouveau à l'autre bout, regardant les pâtes. Ça arrive de se retrouver 2 fois dans le même rayon? J'ai terminé mes courses sans dire un mot de plus, j'ai payé et je suis parti. Mercredi de la 3e semaine, j'étais sur un chantier commercial à Villeurbanne, un grand immeuble de bureaux qui subissait une refonte complète du système CVC. J'étais sur le toit en train de vérifier des compresseurs quand Richard, mon superviseur, est monté par l'échelle d'accès. « Salut, Léo, tout va bien ? » « Ouais. » « Pourquoi ? » « Il y a quelqu'un près de la clôture du périmètre. » « Une femme. Elle est là depuis une vingtaine de minutes, à regarder le bâtiment. » J'ai marché jusqu'au bord du toit et j'ai regardé en bas. Camille, debout à l'extérieur de la clôture en grillage, levant les yeux. Quand elle m'a vu la voir, elle a fait un signe de la main. Elle a vraiment fait un signe, comme si c'était un comportement normal. Richard m'a regardé. Une amie à toi. Une ex-petite amie qui ne veut pas comprendre. L'expression de Richard s'est durcie. Il avait peut-être 47 ans, 2 filles, et n'avait pas de patience pour ce genre de choses. Il est descendu de l'échelle et a passé un appel. 5 minutes plus tard, la sécurité du bâtiment s'est approchée de la clôture et a eu une conversation avec Camille. Elle a fait des gestes vers le bâtiment, vers moi. La sécurité a secoué la tête. Elle est restée là à discuter encore 1 minute, puis est finalement partie, est montée dans sa voiture et s'en est allée. Richard est revenu. J'ai dit à la sécurité que si elle revient, ils appellent la police pour violation de propriété. Tu as besoin de prendre des jours de congé ou quoi que ce soit? Non, ça va. Merci, quand même. Cela a finalement mis fin aux apparitions physiques. Plus de venues impromptues. Plus de rencontres fortuites. Elle avait poussé le bouchon trop loin, et même elle le savait. Rachel était au garage ce 3e vendredi, assise à la même place au bar où nous avions discuté auparavant. Elle a souri quand elle m'a vu, sincèrement heureuse de voir un visage familier. Nous avons parlé plus longtemps cette fois. Elle m'a raconté sa semaine à enseigner à des enfants de 8 ans, le garçon qui a apporté sa tortue de compagnie pour la présenter à la classe, les réunions parents-professeurs qui ont duré 4 heures de plus que prévu. Je lui ai parlé des systèmes CVC commerciaux, de la réparation d'un compresseur sur un toit à 32 degrés, de Richard et de l'équipe avec qui je travaillais. Une conversation normale entre des gens normaux avec des emplois normaux menant des vies normales. Nous avons échangé nos numéros avant que je ne parte ce soir-là. Pas de jeu, pas d'attente de 3 jours pour envoyer un message. Juste direct. J'aimerais te revoir. Moi aussi. Cette même semaine, le mercredi après-midi après l'incident du chantier, nous nous sommes retrouvés pour un café sur les quais du Rhône. C'est ce café avec des fenêtres donnant sur le fleuve. Nous sommes restés assis pendant 2 heures, à parler de notre enfance dans la région, de nos familles, de l'enseignement et du travail en CVC, et de ce que nous voulions de la vie. Elle a mentionné sa dernière relation, comment le gars gagnait bien sa vie dans la vente mais ne supportait pas qu'elle gagne légèrement plus que lui en tant qu'enseignante. Comment il faisait des petites remarques, sur le fait qu'elle devait se croire meilleure que lui, qu'elle était trop indépendante, qu'elle l'émasculait en payant des choses. Ça a l'air épuisant, ai-je dit. Ça l'était. Les gens deviennent complexés pour les choses les plus étranges. Ils s'en prennent à la mauvaise personne au lieu de gérer leurs propres problèmes. La comparaison avec Camille était évidente, mais aucun de nous ne l'a dit à voix haute. Nous n'en avions pas besoin. À la 4e semaine après le dîner, Camille a lancé sa nouvelle offensive. Mon vieil ami Alex m'a envoyé un message un dimanche après-midi. Nous nous connaissions depuis l'université et étions restés en contact au fil des ans. Un bon gars, direct. Son message était simple, « Salut mec, qu'est-ce qui se passe avec toi et Camille? Tu peux m'appeler. » Je l'ai appelé immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il semblait mal à l'aise. « Ton ex raconte des trucs de fou. Elle dit que tu étais contrôlant pendant la relation. Que tu l'as isolée de ses amis. Que tu es devenu agressif quand elle a essayé de partir. Je l'ai entendu d'au moins 3 personnes différentes ce week-end. Je me suis dit que tu devais savoir. » Mon estomac s'est noué comme si j'avais manqué une marche en descendant les escaliers. Elle dit quoi? Ouais, je l'ai entendu par Sarah, qui l'a entendu de Jeanne. Puis Michael en a parlé à la salle de sport. Ensuite,
j'ai vu un truc vague sur Facebook de quelqu'un d'autre. Ça circule. Je voulais que tu sois au courant. J'ai raccroché, nauséeux. Contrôlant, agressif, isolant des mots conçus pour que les gens remettent tout en question à mon sujet. Le mardi, 3 autres amis communs m'ont contacté, tous avec des variations de la même question. Que s'est-il vraiment passé? Ce qu'elle dit est-il vrai? As-tu vraiment fait ces choses? Camille se présentait comme la victime d'une relation abusive, disant que je l'avais manipulée pendant des années, que je lui avais fait douter d'elle-même, que je l'avais fait se sentir petite, que je lui avais fait peur. Que le restaurant était sa façon de s'échapper enfin. Qu'elle avait peur de ma réaction. Que mon calme n'était pas de la dignité, mais un abus émotionnel calculé et le traitement silencieux, l'indifférence, tous des signes de comportement contrôlant, apparemment. Pure fiction, tout ça. Mais le problème avec les mensonges, c'est qu'ils se propagent plus vite que la vérité. Et certaines personnes, même de bonnes personnes, se demanderont, penseront qu'il y a peut-être une part de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? J'ai fait un choix. Je n'allais pas me défendre publiquement. Je n'allais pas faire de contre-publication ou de déclaration. Me défendre lui donnerait exactement ce qu'elle voulait, de l'attention, de l'engagement, la preuve qu'elle comptait toujours pour moi. La meilleure réponse était l'absence de réponse. Rachel m'a posé des questions à ce sujet ce vendredi-là au garage. Comment tu tiens le coup? J'ai connu des jours meilleurs, ai-je dit. Les gens parlent. Ouais, je sais. Pour ce que ça vaut, je ne crois rien de tout ça. Pourquoi pas? Tu me connais à peine. Elle a haussé les épaules. Parce que si tu étais vraiment comme ça, j'aurais déjà vu des signes. Les types contrôlants ne laissent pas d'espace aux gens. Ils ne restent pas calmes pendant les confrontations. Ils ne partent pas simplement, ils font monter la pression. Tu as fait tout le contraire. C'était logique quand elle l'a présenté comme ça. Le vent a commencé à tourner environ une semaine plus tard. Quelqu'un avait sauvegardé la vidéo originale du restaurant avant que Camille ne la supprime et l'avait publiée sur le subreddit de Lyon avec le contexte « Une femme planifie une rupture publique pour Instagram ». Ça ne se passe pas comme prévu. Les commentaires étaient brutaux. Les gens la qualifiaient de manipulatrice, de comédienne. Certains ont reconnu Mélissa et Jeanne dans la vidéo et ont commencé à remettre en question leur implication. Mélissa et Jeanne ont rendu leurs comptes de réseaux sociaux privés. Jeanne a publié de vagues excuses sur sa participation à quelque chose qu'elle regrettait et a commencé à se retirer des photos avec Camille. Camille a essayé de redoubler d'efforts, a fait une longue publication sur Instagram expliquant que les gens ne comprenaient pas toute l'histoire, que le restaurant était sa façon de s'affirmer enfin après des années de contrôle subtil. La publication a reçu peut-être 14 j'aime, principalement de personnes qui ne nous connaissaient ni l'un ni l'autre. Elle a désactivé les commentaires en moins d'une heure. Les amis communs qui l'avaient cru au départ ont commencé à demander des preuves, des captures d'écran, n'importe quoi de concret. Elle n'avait rien, parce que rien ne s'était passé. 7e semaine, jeudi soir. Mélissa m'a appelé. Un vrai appel téléphonique, pas un message. Elle s'effondre, a dit Mélissa. Elle ne quitte plus son appartement. Elle ne parle qu'à moi. Je m'inquiète pour elle. Je suis désolé qu'elle traverse ça, mais ce n'est pas ma responsabilité. Je sais. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Silence à l'autre bout du fil. Rien, je suppose. Nous avons raccroché. 10e semaine, dimanche soir. J'étais à la maison en train de regarder le match de l'OL. Match serré, 4e quart-temps. On a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. Camille, debout sur mon porche, seule, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Il faut que je te parle. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai soupiré. Tu as 2 minutes. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai tout gâché. Tout. Le restaurant, les mensonges, tout. J'étais blessé et en colère. Et je voulais que tu ressentes ce que je ressentais, mais ça s'est retourné contre moi. Et maintenant tout le monde me déteste et je ne sais pas quoi faire.
Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Sincèrement désolé. J'aimerais pouvoir tout effacer. Tu ne peux pas. Je sais. Nous sommes restés là, elle attendant quelque chose, moi n'ayant plus rien à donner. Y a-t-il une chance? Non. Tu ne m'as même pas laissé finir. Je n'en ai pas besoin. La réponse est non. Pas de seconde chance. Pas de pardon. Pas question de rester amis. Juste non. Son visage s'est décomposé. Je t'aimais. Tu aimais me contrôler. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Tu m'as humilié exprès. Tu as essayé de ruiner ma réputation quand je suis passé à autre chose. La justice n'existe plus ici. Elle est restée là quelques secondes de plus, puis a hoché la tête, s'est retournée, a marché jusqu'à sa voiture et est partie. J'ai fermé la porte et je suis retourné sur le canapé. Le match était à égalité, en prolongation. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel à propos du déjeuner de demain. J'ai souri. J'ai répondu pour confirmer. Le match a repris. L'OL a marqué un but et a gagné de 3 points. La vie continuait, avec ou sans la permission de Camille. 5 mois plus tard, la vie était complètement différente. J'ai eu une promotion au travail, technicien en chef sur les grands contrats commerciaux. Meilleur salaire, meilleurs horaires, un vrai respect de l'équipe. Le genre de promotion que Camille disait que je n'obtiendrais jamais parce que je manquais d'ambition. Rachel et moi avons officialisé notre relation. Pas de jeu, pas de test, juste 2 personnes qui aimaient être ensemble. Nous allions au match de l'OL, dînions dans des endroits au hasard, et passions les week-ends à ne rien faire de spécial, et c'était parfait. Camille est devenue un fantôme. Plus d'apparitions. Plus de messages de numéros inconnus. Juste le silence. Comme ça aurait dû être depuis le début. Puis un samedi après-midi à la mi-septembre, je l'ai vue. Pure coïncidence. Rachel et moi étions dans la zone piétonne de la rue de la République. Un espace commercial en plein air, un groupe de musique jouait, des camions-restaurants, quelques centaines de personnes se promenaient. Camille était là, seule, debout près d'un camion à tacos, faisant défiler son téléphone. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, comme si la confiance qu'elle affichait avait disparu. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, puis l'a refermée et a de nouveau baissé les yeux sur son téléphone. J'ai continué à marcher. Rachel, à côté de moi, n'a même pas remarqué. Nous avons pris des tacos à un autre camion, écouté le groupe jouer de vieilles reprises de rock, et ri d'un gamin qui dansait terriblement mal près de la scène. Des choses normales de samedi. Je n'ai plus pensé à Camille ce jour-là. Ni en rentrant à la maison. Ni en regardant un film ce soir-là. Pas du tout. Parce que voici ce que j'ai appris, quitter ce restaurant n'était pas seulement mettre fin à une relation. C'était refuser de participer à la manipulation de quelqu'un d'autre. Refuser d'être le méchant dans une histoire conçue pour faire d'elle l'héroïne. Elle voulait une réaction. Elle voulait que je la supplie, que je la poursuive, que je prouve que je tenais à elle. Au lieu de cela, je lui ai montré quelque chose de plus puissant, l'indifférence. Pas le genre fin, pas le genre mesquin, mais le vrai genre qui vient quand on cesse sincèrement de se soucier de la validation de quelqu'un. Camille a passé des mois à essayer de réécrire l'histoire, à se faire passer pour la victime, à essayer de rallier les gens à sa cause. Mais la vérité ne change pas simplement parce qu'on le veut, et finalement, tout le monde a vu clair. A-t-elle appris quelque chose? Je ne sais pas. Je ne m'en soucie pas vraiment. C'est son chemin maintenant. Le mien? Je suis avec quelqu'un qui n'a pas besoin que je sois plus que ce que je suis, qui ne me teste pas, ne joue pas à des jeux ou n'orchestre pas de drame pour les réseaux sociaux. Quelqu'un de vrai. Et ce soir-là au Céleste, quand je me suis levé et que j'ai dit « Bonne chance à toi », je ne réalisais pas que je me le disais aussi à moi-même. Bonne chance pour aller de l'avant. Bonne chance pour trouver quelque chose d'authentique. Bonne chance pour laisser derrière toi quelqu'un qui n'a jamais apprécié ce que tu étais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance.